à tous, de retour sur votre plateau pour l'émission Entre Proms. Donc ce soir, nous sommes avec les jeunes agriculteurs, le syndicat des jeunes agriculteurs de Guadeloupe. Nous recevons en plateau Swami Paté et Monsieur Philippe Moradel qui vont se présenter, puisque nous c'est la première fois qu'on les reçoit, et on va parler un petit peu justement d'agriculture sur notre territoire. Alors en plus ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas parlé avec toutes les crises qu'il fallait gérer, mais comme ça ce soir on a quelques questions. On va parler de la canne puisque ça va bientôt être la période, ou bien c'est la période, vous allez nous expliquer tout ça, et après on va voir un petit peu au niveau des lois européennes. Vous vous souvenez qu'on en avait parlé il y a quelques années, pour voir s'il y a eu des évolutions ou pas. On va pouvoir poser beaucoup de questions. Merci à vous, messieurs, d'être là ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui commence? Vous choisissez. Bonsoir, moi c'est Philippe Moradel. Je suis jeune agriculteur, j'ai 38 ans. Je suis installé je suis en parcours d'installation, parce que mon installation n'a pas encore été faite. J'ai juste repris l'exploitation de mes parents. Je suis sur 5 hectares 28 aujourd'hui. La culture principale de mes parents, c'était de la canne et de l'élevage. Aujourd'hui, moi, j'ai fait ce changement pour de la banane, parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les prix de vente de la canne ne me permettent pas d'avoir une exploitation qui soit viable. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce choix de m'orienter vers la banane. D'accord. Donc, moi, c'est Paté Swami, adhérent jeune agriculteur depuis 3 ans, ancien vice-président, aujourd'hui trésorier adjoint. Donc du coup, aujourd'hui, je suis directeur de l'exploitation du lycée agricole. Je ne suis pas encore installé, pas en choix. Mon père est agriculteur. J'ai des possibilités en tout cas de m'installer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai préféré en tout cas avoir une expérience professionnelle haute, mais d'être toujours au sein et intégré, on va dire, dans la filière agricole, donc en gérant une exploitation, donc l'exploitation du lycée agricole, qui est pleinement, on va dire, dans son rôle pédagogique, d'innovation, d'expérimentation, et on va dire au moins démontrer, en tout cas avec en tout cas des preuves techniques et puis pédagogiques, le niveau de culture et comment elle s'oriente sur le territoire guadeloupéen. D'accord, alors déjà merci. Alors tout à l'heure on va passer une petite vidéo, parce que vous nous avez envoyé une vidéo de présentation, mais avant, comme vous avez parlé de transmission et qu'on a déjà fait une interview avec le gouvernement par rapport à cette histoire de transmission, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe en Guadeloupe? Parce qu'on sait que des fois les jeunes ne reprennent pas les exploitations parentales, justement parce que soit c'est compliqué, soit ça revient cher, soit ils n'ont pas forcément, c'est pas forcément rentable. Donc comment ça se passe en Guadeloupe et quelles sont les évolutions qu'il faudrait faire? Aujourd'hui, Jeune Agriculteur en fait se bat vraiment pour la transmission des exploitations agricoles pour les jeunes. Moi, à mon niveau, au sein de JA, en fait, ça m'a vraiment permis de faire cette transition de manière simple et rapide. C'est-à-dire que moi, mes parents, ayant 5 hectares 28, j'ai pu mettre en place les automatismes, c'est-à-dire que je me suis formé parce que mon domaine initial, c'est le domaine du bâtiment. Et ma mère voulant partir à la retraite, j'ai arrêté mon activité pour prendre un congé sabbatique et faire la formation de manière à reprendre de manière conventionnelle et classique l'exploitation de mes parents. Avoir tous les éléments pour pouvoir avancer sur le développement de l'exploitation. Et au sein de JA, en fait, je me rends compte que ça me permet vraiment d'asseoir mes positions, mes choix pour l'orientation de mon exploitation, mais surtout pour la viabilité de cette exploitation. Mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des charges à payer? Est-ce qu'il y a des papiers à remplir? Enfin, techniquement, comment ça fonctionne? Parce que ça a coincé pendant un moment au niveau politique, on en a parlé un petit peu. Est-ce que la situation s'est améliorée? Est-ce que c'est plus facile de reprendre une exploitation de ses parents maintenant? Ça dépend des choix et des orientations de chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains agriculteurs ne sont pas favorables à laisser quelqu'un d'autre reprendre leur exploitation, sachant qu'ils ont fait ça toute leur vie. Donc aujourd'hui, ils se sentent en fait
non valorisés par rapport à ce qu'ils ont fait pendant toute une vie. Et reprendre une exploitation aujourd'hui, c'est assez compliqué dans la mesure où il n'y a pas vraiment de structure clairement définie, clairement adaptée sur le territoire pour permettre cette transition-là. Mais nous, au sein de Jeunes Agriculteurs, justement, nous essayons de faire le travail de manière à ce que certains propriétaires de terrain puissent être en relation avec des jeunes agriculteurs de manière à ce qu'ils puissent permettre cette transmission. Voilà. Cette transmission. D'accord, merci beaucoup pour ce renseignement. Juste pour reprendre un petit peu, en tout cas, les propos de M. Moradel, aujourd'hui, le syndicat des jeunes agriculteurs est pleinement intégré, en tout cas, dans cette problématique, en tout cas, de transmission, de renouvellement de génération. Et cela passe aussi par le fait que l'on ait pu, en tout cas, avoir la gérance du point accueil-installation, qui sert justement à orienter, accompagner les jeunes qui ont un projet d'installation en agriculture, mais aussi leur permettre aussi de passer justement dans cette transition-là, donc de reprendre une exploitation existante, soit familiale ou soit d'une tierce personne, mais les accompagner en tout cas lors de leur projet, construire en tout cas, définir en tout cas leur projet, les orienter vers les structures, en tout cas vers lesquelles ils ont en tout cas en fait c'est là où ils vont formuler leurs demandes. Donc aujourd'hui, le syndicat des jeunes agriculteurs en tout cas est pleinement engagé, en tout cas durant en tout cas un nombre d'années défini, en tout cas parce qu'on a répondu à un appel à projet qui nous a permis en fait d'obtenir la gérance du point accueil, du point info-installation. C'est très bien ça. Et donc du coup, ça nous permet justement pendant 2 ans d'avoir en tout cas des subventions pour payer notre animatrice qui, elle, va permettre d'encadrer, d'orienter les jeunes et aussi de faire un peu d'animation au sein de notre syndicat. C'est très bien parce que c'est important et des fois les gens ne savent pas comment faire, surtout qu'on perd aussi, c'est un petit peu comme la pêche, on perd des agriculteurs, donc c'est important qu'on puisse faire cette transition. Comment les gens peuvent faire pour vous contacter pour ça, donner déjà le point de où il faut venir se renseigner? Mais du coup, nous on a notre local à l'immeuble Métis à Convenance. Donc du coup, lors de la vidéo, vous verrez passer le numéro de notre animatrice et puis de notre syndicat. Et donc notre point en tout cas d'accueil, c'est à notre local. Donc du coup, ouvert de 8h à midi, du lundi au vendredi. Donc c'est là en tout cas où toutes les informations, vous pourrez les avoir et puis avoir en tout cas notre animatrice en direct pour lui poser en tout cas toutes les questions. Toutes les questions qu'on veut. Voilà. Eh bien, on va partir avec cette vidéo et on revient dans quelques instants. « 1957. Le traité de Rome acte la création de la politique agricole commune. C'est alors que naît le CNJA, premier syndicat à défendre la jeunesse agricole française. Audacieux, ce réseau multiplie les victoires. Première politique agricole à l'installation, création d'un mouvement européen, grande manifestation, le CNJA innove et s'impose comme un acteur incontournable. Aujourd'hui rebaptisé Jeunes Agriculteurs, ce mouvement, à partisans et porté par des agriculteurs de moins de 38 ans, est sur tous les fronts, dans toutes les régions, grâce à un réseau structuré en échelon, du local à l'européen. Pour faire grandir et défendre les jeunes au quotidien, quelles que soient leurs préoccupations. Pour accompagner les transitions économiques, sociales et environnementales. Pour des agricultures durables, pour toutes les filières, tous les modèles et tous les territoires. Chaque jour, JA milite pour le renouvellement des générations, en facilitant l'installation des jeunes et le passage de relais. En formant les agriculteurs et les leaders de demain. En mettant en lumière des agriculteurs passionnés qui contribuent à la beauté et au dynamisme de nos territoires. En organisant des événements conviviaux. En intervenant dans les écoles, au contact des autres, partout où peut naître l'étincelle d'une vocation. En nous battant pour préserver nos terres, assurer un revenu digne et investir dans la transition agroécologique. Nous nous battons pour un monde agricole engagé à visage humain. Un monde que la jeunesse bâtit chaque jour avec passion, enthousiasme, détermination. Le regard tourné vers l'avenir parce que demain se construit aujourd'hui.
Voilà, donc c'est pas mal, hein, ça a l'air assez intéressant ce que vous faites. Quels sont les différents métiers qu'il y a dans l'agriculture plus globalement aujourd'hui en Guadeloupe? Ben aujourd'hui, en Guadeloupe, en tout cas, on peut dire que l'agriculture regroupe quasiment tous les métiers. On va dire qu'on retrouve grosso modo tous les corps de métier dans l'agriculture. On va dire que dans notre syndicat, par exemple, on lutte sur le fait d'intégrer, on va dire, tous les corps de métier à prendre part à la réflexion, en tout cas des problématiques des producteurs. Parce que c'est vrai qu'en agriculture, on a des producteurs de fruits, de légumes, des éleveurs, mais on a aussi des agrotransformateurs. On a des cuisiniers, on a des agrotransformateurs qui font de la première transformation, juste mettre en sachet une laitue, c'est une transformation. Et après, on a aussi des vétérinaires, on a aussi des personnes qui ont fait des études agricoles, mais qui aujourd'hui sont complètement éloignées du milieu agricole en tant que tel. Par exemple, je prends un exemple simple, on va peut-être la nommer, Yemouna, qui est aujourd'hui animatrice, télé, etc., mais qui aujourd'hui bénéficie de cette expérience-là, ça, pour mieux parler de son territoire. Enfin voilà, donc c'est vrai que aujourd'hui, le monde agricole, quand on regarde bien, toutes les personnes qui sont passées, par exemple, au lycée agricole, ne sont pas finalement agriculteurs, mais à travers ce passage-là, ils ont quand même ce regard sur le monde agricole parce qu'on est sur une île, et donc entouré, on va dire, de notre écosystème, qui est principalement, en tout cas, agricole. Et donc, pour moi, en tout cas, toutes les filières, tous les métiers sont intégrés, en tout cas, dans le monde agricole. Non, c'est bon. Je pense que vous vouliez intervenir. Oui, en fait, je me rends compte que dans le bâtiment, enfin, dans le domaine agricole, on a une multitude de métiers. Notamment, moi, étant du domaine du bâtiment, sur mon exploitation, je me retrouve à utiliser des compétences que j'ai acquises dans le domaine du bâtiment pour les employer, en fait, sur mon exploitation. Donc, en fait, l'agriculture, ce n'est pas un métier qui est figé. Non, bien au contraire. Oui, il y a plusieurs choses différentes. On a vu sur la route du rhum, à Pointe-à-Pitre, il y avait énormément de jeunes qui avaient développé déjà du rhum. Donc, il y avait des Guadeloupéens qui faisaient du rhum. Il y a des jeunes qui faisaient du vinaigre. Par exemple, je me souviens, il y avait du vinaigre avec... je sais même plus, mais ce sont, je crois, du tamarin, enfin des fruits locaux. Il y a l'huile, les différentes huiles, ça peut être les huiles alimentaires ou les huiles corporelles. Donc tout ça, ça reste de l'agro-transformation. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que les artisans aussi développent pas mal de choses différentes. Et après, j'imagine que sur une exploitation, il y a une personne, par exemple, qui s'occupe de la commande de nourriture pour les animaux, enfin pour les gens qui élèvent des animaux, ou la commande de graines. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, hein. C'est pour ça que je vous pose la question. Par exemple, si je veux cultiver un champ, comment ça se passe, quoi? Quels sont les différents métiers qu'il faut que j'ai dans sur mon exploitation pour pouvoir fonctionner toute l'année, par exemple? C'est vrai qu'un agriculteur, on va dire aujourd'hui, et moi je reparle encore du contexte dans lequel on est, hein. On est sur une île, donc on n'a pas forcément accès à tout, donc on est insulaire. Donc par rapport à ça, ça force l'agriculteur à avoir en fait différentes compétences. Ah, il doit être polyvalent, quoi. Il est obligé d'être polyvalent, et par rapport à la taille de sa structure, eh bien, il aura, soit s'il est sur une petite structure, lui tout seul, il devra avoir l'ensemble des compétences, donc administratif, technique. Donc dans le technique, il peut être à la fois électricien, plombier, mécanicien et agriculteur, parce que s'il a un système d'irrigation à monter, il faut qu'il puisse, on va dire, faire les raccorder, on va dire, une pompe à peut-être une rivière ou peut-être au circuit d'eau agricole. Ensuite, s'il a un tracteur, donc même s'il n'a pas de tracteur, mais une débroussailleuse, quelque chose, il faut qu'il ait des connaissances en mécanique pour pouvoir le réparer, ne pas forcément aller le déposer dans un service après-vente, parce qu'aujourd'hui, on connaît le prix, en tout cas, de ce que ça coûte, rien qu'au niveau des pièces détachées, etc. Et puis, même en termes de disponibilité, encore une fois, on est sur une île, donc c'est vrai que la disponibilité, le stock, c'est pas forcément ce que l'on a, on va dire, sur place. Et puis, derrière, il doit être aussi administratif, parce que il a ses déclarations d'impôts à faire chaque année, il a ses demandes d'aide. Enfin, donc aujourd'hui, c'est vrai que l'agriculteur, en tant que tel, plus sa structure est grosse, plus il va chercher des compétences. Donc il aura une secrétaire, il aura un responsable d'atelier, il aura quelqu'un qui va faire la commercialisation, donc un responsable commercial. Mais s'il est tout seul dans son entreprise, il est à la fois commercialisateur, il est à la fois
comptable, il est à la fois agriculteur. Et Oui, donc, ça dépend vraiment des parcelles et voilà. de la taille de l'exploitation et de ce que la personne va mettre en place. Voilà, ça dépend vraiment de la taille de l'exploitation et de la manière dont on veut mener l'exploitation. Et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'une exploitation agricole, c'est une entreprise. Donc, gérer une entreprise, en fait, ça demande des compétences, mais c'est des compétences en fait, qu'on acquiert sur le tas généralement, alors qu'au sein de JA, on a la possibilité de se former justement pour vraiment être acteur du territoire et premièrement être un bon gérant de son exploitation. D'accord. Bon, il me reste à peu près 3 questions sur les choses générales, les sujets qu'on a déjà abordés en émission. Et là, on aimerait bien savoir un petit peu où ça en est, donc comment ça a évolué. Pour les retraites, alors on a fait aussi une émission sur la retraite des agricultures qui était censée, on avait reçu quelqu'un du gouvernement qui nous avait dit que ça allait être revalorisé, qu'effectivement en Guadeloupe ça avait été mal calculé. Est-ce que vous savez si oui, là, est-ce que la retraite des agriculteurs a bien été revalorisée et ou est-ce que vous savez si c'est en cours, au moins pour qu'on sache un petit peu, est-ce que ça, comme vous êtes un syndicat quand même, c'est un sujet qui vous intéresse? Moi, je rigole doucement parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité qui ne concerne pas forcément les agriculteurs, mais l'ensemble de la population. Et donc, du coup, si à ce niveau, rien n'est encore défini ou réglé, ou on est en tout cas dans une discussion, ou en tout cas la population n'est pas d'accord avec en tout cas ce qu'on leur propose, au niveau des agriculteurs, c'est pareil. Il n'y a pas forcément de revalorisation qui a été faite. Ah bon, parce que c'est une émission qu'on a faite en décembre de l'année dernière. Hein. Donc non, pas il y a quelques moyens, non. Hein. Donc le gouvernement nous a dit, pour la Guadeloupe, la revalorisation est en cours. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de revalorisation qui est faite. Et puis, on va dire, les discussions ne sont même pas forcément portées là-dessus. Donc, moi, en tout cas, à notre niveau, on n'a pas en tout cas d'informations là-dessus. Et en tout cas, notre combat, en tout cas, principal aujourd'hui, c'est sur la canne. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fonctionne étape par étape. Et c'est vrai que rien que dans la canne, on touche aussi une partie, en tout cas, de la retraite, parce qu'on parle principalement des producteurs et du cadre de vie des producteurs aujourd'hui dans cette filière qui, normalement, est censée être structurée. Oui, on va en parler, on va venir sur la canne tout à l'heure. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les retraites? Non. Alors, autre question aussi qu'on aimerait bien savoir, au niveau de la monoculture, par exemple, tout à l'heure, vous nous avez parlé vous allez commencer la banane. Donc, est-ce que vous allez mettre en place l'histoire de chaque année, il faut cultiver quelque chose de différent pour aérer la terre? Et est-ce que les agriculteurs en Guadeloupe font ce genre de choses? Est-ce qu'ils sont accompagnés dans ce genre d'agriculture? Ou non, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est bon pour la terre? Est-ce qu'il faut changer? Comment ça fonctionne? En fait, le remaniement de la terre, ça, c'est une pratique que nos anciens faisaient dès le départ. Ils n'avaient pas besoin de connaître le bio pour faire du bio. Ils faisaient déjà une production qui était saine et agréable pour l'environnement. Aujourd'hui, en fait, on nous oriente à vraiment penser à demain et à notre territoire, surtout à la terre, qui est la valeur sûre, en fait, la valeur première de notre activité. Mais il faut aussi se dire que le remaniement du sol elle a son utilité. Ça permet vraiment d'assainir le sol. Et comme mon collaborateur disait tout à l'heure, la canne, c'est l'une des cultures qui permet vraiment d'assainir un sol. Et c'est une culture, même si durant 7 ans, on a de la canne posée sur un terrain, ça permet vraiment de valoriser le sol et d'amener un amendement permettant justement de lancer de nouvelles productions. Comme on peut parler de quelqu'un qui a de la canne, qui décide d'abolir cette parcelle-là et de la replanter en une culture comme la patate ou l'igname, il aura un très bon rendement. Là, ce sont des choses qui sont vérifiées, qui sont mises en place, mais aujourd'hui, en fait, on essaie au mieux de valoriser cette culture parce que c'est une culture qui a son historique, mais qui est très bénéfique pour le sol. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, les agriculteurs le font de manière naturelle. Hein, le fait de planter, on va dire, de cultiver
une variété, et puis ensuite de changer et de passer à une autre. C'est vrai que dans la filière canne, beaucoup en tout cas n'ont pas la possibilité en tout cas de changer de culture parce que aujourd'hui on est sur un territoire qui souffre, on va dire, d'ouverture au niveau de ces filières de commercialisation. Aujourd'hui, on parle de diversification végétale, mais aujourd'hui, un agriculteur qui a 10 hectares de canne, quand il a fini ses 7 années de canne, s'il passe en diversification végétale, ça lui demande déjà d'avoir de la main-d'œuvre supplémentaire, du matériel supplémentaire, et où est-ce qu'il va écouler sa production? Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'on a une grosse concurrence avec les produits d'exportation. Et aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à être compétitifs, nous, producteurs, sur les produits d'exportation. Donc, c'est là où effectivement, pour respecter l'environnement, en tout cas les principes agronomiques, les agriculteurs s'efforcent justement de soit passer en jachère. Après 7 ans de canne, ils laissent, on va dire, les 10 hectares de canne pendant 1 an, 2 ans, voire 5 ans en jachère. Mais ça, ils le font parce qu'ils ont d'autres possibilités de planter, on va dire, 10 hectares de terrain en fin de canne pour qu'ils puissent conserver économiquement, on va dire, leur rentabilité, leur rendement, en tout cas, qu'ils ont à l'année. Mais un agriculteur qui a que 5 hectares, qui fait de la canne et qu'aujourd'hui, il est tout seul sur son exploitation, s'il passe à une diversification végétale, il va faire, par exemple, du maraîchage ou même de la culture vivrière, de la banane ou du camanioc ou de l'igname, mais ça lui demande, dans tous les cas, d'avoir en tout cas de la main-d'œuvre supplémentaire automatiquement. Et là, aujourd'hui, on sait que dans le contexte dans lequel on est, pour trouver en tout cas de la main-d'œuvre agricole qualifiée, formée, qui a envie déjà de travailler, c'est très compliqué sur les territoires guadeloupéens. Donc c'est vrai que les agriculteurs le font de manière générale, en tout cas de changer de culture, parce que agronomiquement parlant, ils voient en tout cas l'intérêt. Oui, pour la terre. Ils voient l'intérêt, ne serait-ce que au niveau des maladies. Par exemple, quand on cultive de la banane et qu'on passe sur une culture qui n'a rien à voir avec ce que le bananier, en termes de variété, peut apporter, on passe par exemple à une culture de tubercules, par exemple, où on a 2 systèmes de culture totalement différents, et bien là, on aura deux maladies différentes, 2 pressions parasitaires différentes, et donc ça va permettre de réduire, rien qu'en changeant la culture, les apports que l'on va faire en traitement, etc. Donc c'est vrai que globalement, nous, en Guadeloupe, on a toujours connu, moi étant jeune, en tout cas, mon père, mon arrière-grand-père m'a toujours expliqué ces principes. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Alors justement, donc là ce soir on va parler plus de la canne, mais je vous ferai déjà revenir, je sais déjà, pour parler d'autres fruits, légumes et voir comment ça se passe sur notre territoire. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la canne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe cette année, s'il vous plaît? Je vais commencer parce que M. Moradel est plus technique en tout cas que moi. Moi, je vais commencer sur, on va dire, un peu les aspects généraux, un peu de la filière et de comment ça se passe. Donc, grosso modo, on a déjà 2 types de planteurs. Le planteur qui est plus réactif, donc qui a une deuxième activité, et le planteur qui est seul. On va partir du planteur qui est seul. Le planteur qui est seul, aujourd'hui, quand il a 1 hectare de canne, il a 2 schémas de commercialisation. Principalement, enfin, soit l'usine pour aller faire du sucre, ou soit les distilleries pour aller faire du rhum. Donc aujourd'hui, dans le schéma sucre, le planteur, il va couper sa canne, il va le livrer à la sucrerie qui va lui payer un prix. Le prix, grosso modo, on va dire que ça représente, M. Moradel va préciser après, mais ça représente 30% de la somme totale en fait qui va toucher à la fin sur sa tonne de canne. Parce que les 70 autres %, c'est grosso modo des subventions un peu découpées qu'il va recevoir soit à la fin de la récolte ou soit 6 mois plus tard. Donc déjà, là, il y a déjà un problème. Parce que quand il va, on va dire, acheter ses intrants, il ne va pas les payer 1 an plus tard ou 6 mois plus tard, il va les payer tout de suite. Donc déjà, même sa main-d'œuvre, même son comptable, c'est à l'année ou tout de suite. Quand il va aller à la distillerie, c'est un autre schéma. Là, par contre, il sera payé l'intégralité de sa tonne de canne. C'est ça? Et donc, du coup, il aura quelques aides, le transport, mais pas, en tout cas, la totalité des aides qu'on a, en tout cas, quand on passe dans le schéma sucrerie. Mais par contre, il aura une trésorerie directement. Et c'est là où les agriculteurs, aujourd'hui, les canniers, font leur choix par rapport à leurs besoins, en tout cas financiers, sur le moment. Et donc, du coup,
agriculteur qui est plus réactif, parce qu'on a parlé des planteurs de canne qui sont plus réactifs, ils sont sur le même schéma. Et donc, du coup, ils bénéficient aussi des 2 circuits de commercialisation. Et donc, eux, le fait qu'ils soient plus réactifs, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément les mêmes réflexions que le producteur qui n'est pas plus réactif, parce que eux, ils ont une ressource financière indépendante de leur production agricole. Donc aujourd'hui, c'est ça le schéma global, en tout cas d'un producteur de canne. Je laisse la parole à M. Morel. Okay. Donc, en fait, la canne à sucre aujourd'hui, nous sommes en pleine négociation, justement, pour la nouvelle convention 2023-2027. C'est une convention qui dure 6 récoltes. Et actuellement, nous sommes vraiment dans un jeu de négociation, mais les négociations sont un peu particulières, de manière, enfin, dans la mesure où aujourd'hui, nous attendons vraiment qu'il y ait un changement au niveau de la convention. Parce que, comme M. Paté le disait, ce n'est pas normal qu'un agriculteur ne soit pas valorisé par rapport à la richesse, justement, de son produit. Aujourd'hui, la canne est vendue à la richesse. Vendre de la canne à la richesse, c'est la richesse de tout ce qu'elle produit. Ça veut dire que c'est payé en fonction du taux de sucre, un truc comme ça, vendre à la... Voilà, Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ça pour que les téléspectateurs comprennent bien? La canne à la richesse, en fait, c'est la richesse saccharine. La richesse saccharine que contient le sucre. Et ça, en fait, c'est déterminé par une formule qui est bien plus âgée que moi et qui, aujourd'hui, en fait, doit être changée. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment que les agriculteurs, les planteurs soient vraiment valorisés par leurs produits. Aujourd'hui, avec la canne à sucre, on fait du vinaigre, du rhum, le liquide hydroalcoolique. Il y a pas mal de débouchés, il y a pas mal de choses à faire avec la canne à sucre, mais qui ne sont pas forcément valorisées aux planteurs. Or, c'est le planteur qui fait sa production pendant toute l'année. Surtout que sur le territoire hexagonal, ils viennent d'y avoir un problème, là, visiblement, avec l'endive, parce qu'ils ont du sucre blanc. Donc, il serait temps de se positionner. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire? Est-ce que vous commencez à en parler un petit peu au niveau de la canne ou pas? Non, pas du tout. En fait, je ne me suis jamais renseigné par rapport à l'endive. Sur le territoire hexagonal, je crois que c'est un produit qu'ils utilisent. Alors, il me semble que c'est la betterave. Oui, la betterave, pardon. La betterave, et voilà. Et du coup, ils ne peuvent plus utiliser ce produit, un petit peu comme l'histoire avec le chlordécone. Et là, ils sont montés sur Paris pour manifester, parce que du coup, ils ne pourront plus produire de sucre. Ils sont obligés de passer à autre chose. Donc, est-ce que nous, du coup, on peut rentrer encore plus sur ce territoire et remplacer le sucre avec la betterave, qu'eux, ils vont perdre sur le territoire hexagonal ou pas du tout? Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent être intégrées dans la négociation ou pas? Aujourd'hui, concrètement, nous, on va dire, sur le marché mondial, on représente une poussière. Déjà, oui. Ça, il faut qu'on en soit conscient. Et notre intérêt aujourd'hui, c'est de vraiment faire comprendre que l'agriculteur, en tout cas guadeloupéen, a des charges à payer, a une famille à nourrir. Et donc aujourd'hui, quand il va cultiver sa canne, il faut qu'il soit payé au minimum de l'effort fourni. Et donc du coup, les marchés qu'on peut avoir, il y en a des dizaines et des millions. Et c'est surtout que on est sûr et certain, on le dit, on va dire, partout dans le monde, que on a une production de qualité, peu importe, que ce soit au niveau de la canne, que ce soit au niveau de la banane, que ce soit au niveau des produits agro-transformés, que ce soit au niveau du maraîchage, que ce soit au niveau des plantes médicinales, que ce soit au niveau des fleurs. Vous voyez, on est déjà reconnu à ce niveau-là. Donc, c'est aujourd'hui, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ça se fait qu'un produit qui est dit de qualité, d'exception... Qui est reconnu, j'ai déjà regardé dans les classements au niveau mondial. Qui est reconnu, et on n'arrive pas à se faire payer ne serait-ce que le prix que l'on demande par rapport aux charges que l'on a. Donc là, on est, on va dire, dans cette discussion-là où on se rend bien compte qu'il y a une convention qui a été signée il y a 5 ans, où il y a des termes, en tout cas, qui doivent être respectés, qui n'ont jamais été respectés, des paiements, en tout cas, qui peuvent être attribués aux planteurs par rapport, on va dire, à certaines
démarches ou certains efforts qu'il a pu faire, en tout cas lors de son année de culture, que l'on n'a pas droit parce que, on l'applique pas. Et pourquoi on l'applique pas? Parce que on a un manque d'information, un manque de connaissances, et puis on va dire on laisse, on va dire les personnes qui sont à la tête, on va dire de la filière, diriger et prendre un peu le contrôle des manettes. Or que aujourd'hui ça ne devrait pas être. Qui c'est qui fait que le produit arrive sur les étages? C'est bien le producteur. Donc aujourd'hui, il faut quand même qu'on prenne en considération le producteur et sachant toutes les problématiques. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, la betterave, ça fait un moment qu'ils en parlent. Ça fait plus de 5 ans qu'ils savent qu'il y a une problématique sur le produit qu'ils utilisent qui permettent en tout cas après de transformer la betterave en sucre. Rien n'a été fait ou discuté pour que nous, on arrive pour que nous, en tout cas, en termes, sur la filière canne, on puisse avoir, par exemple, pour bénéficier de cet éco qui fait que peut-être on aura peut-être plus de subventions, plus d'accompagnement, une entrée sur le marché différente. Enfin, aujourd'hui, nous, en tant que syndicat, on n'a pas ce style de discussion ni avec les politiques, ni avec les structures, en tout cas, sur le territoire. Donc c'est vrai qu'on a des possibilités. On invitera le gouvernement et on vous invitera pour que vous puissiez leur mais ça peut être intéressant parce que c'est vrai que les politiques et visiblement ça n'avance pas. Donc on vous invitera et on revient dans quelques instants après la pub. Longtemps, on va peut-être ressortir le reportage, ça serait bien de refaire quelque chose dessus. Donc l'usine teste la canne et ils sondent la canne pour voir combien de sucre elle peut donner et les producteurs sont payés en fonction du sucre. Et vous, ce que vous voulez, c'est changer la méthode pour partir sur une convention plus saine, afin que tout le monde puisse être payé à sa juste valeur, en fonction de son juste prix, sachant que le sondage, il n'est pas très net. Moi, je sais qu'au moment où j'avais fait le reportage, il y avait déjà quand même des gens qui estimaient que leur canne était très sucrée, c'était prouvé que c'était très sucré, ils n'étaient pas payés assez. Donc, est-ce que vous étiez en train de nous expliquer ça avant la pub, nous expliquer alors comment vous voulez changer, qu'est-ce que vous voulez faire de différent? En fait, il n'y a pas forcément de remède miracle. C'est-à-dire qu'en 2017, il a été envoyé en Guadeloupe un ingénieur qui s'appelle M. Berlizo et qui a sorti justement un rapport disant vraiment que la formule devait être changée en 2017. Parce que, au vu des évolutions des investissements faits sur l'usine de Gardel, il fallait qu'il change réellement la formule. Malheureusement, en fait, ce rapport a été caché pendant un certain temps. Ce rapport a été caché pendant un certain temps et aujourd'hui, on commence à découvrir ce que disait réellement le rapport. C'est-à-dire que lors des négociations, en fait, ils auraient pu demander une clause de revoyure de manière à inclure justement la nouvelle formule qui avait été préconisée par Berlizo. Donc là, ça fait déjà 5 ans que les gens qui font de la canne se font déjà avoir sur ce point. C'est ça, oui, tout à fait. Et que dit le rapport alors finalement? En fait, le rapport préconise de changer les variables parce qu'en fait, il y a une variable qui avait été mise en place à l'époque où il y avait plusieurs usines en Guadeloupe. Sauf qu'il n'y a qu'une seule usine sur le territoire. Donc, cette variable-là, elle n'a plus lieu d'être. Donc, au lieu de fonctionner sur quelque chose qui était de l'approximation, aujourd'hui, les évolutions technologiques permettent vraiment d'avoir des données chiffrées pour justement améliorer cette formule. Il y a eu des ingénieurs qui ont travaillé dessus. Et il y a moyen justement de faire évoluer la formule de manière à ce que les planteurs soient vraiment valorisés en fonction du taux d'extraction de sucre sorti à l'usine. Et donc du coup, pour compléter ce que M. Morad a dit, à part en tout cas, la formule, c'est déjà une chose. Il faut qu'elle prenne en considération, en tout cas, les évolutions technologiques qu'il y a eu, en tout cas, les 10 dernières années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats entre est-ce qu'on doit être payé à la tonne, est-ce qu'on doit être payé à la richesse saccharine. Mais c'est vrai que, on va dire, moi, je profite de l'occasion pour, on va dire, permettre aux téléspectateurs de comprendre pourquoi, en tout cas, aujourd'hui,
on est payé à la richesse, c'est pas au tonnage, c'est parce qu'on est sur une île, mais qui a 2 îles. On a la Grande Terre et la Basse Terre. Donc en Grande Terre, on sait que on a, on va dire, une pluviométrie beaucoup moins importante qu'en Basse Terre. Donc agronomiquement parlant, on aura beaucoup plus de tonnage en Basse Terre qu'en Grande Terre. Mais par contre, le taux de sucre, il sera différent par rapport à la quantité, on va dire, d'humidité qu'il y a, par rapport, on va dire, au moment de récolte, etc. Donc le calcul et le choix a été fait pour ne pas, on va dire, léser les producteurs de Grande Terre et les producteurs de Basse Terre. Parce qu'un producteur de Basse Terre, il peut aller jusqu'à des tonnages avoisinant les 120, 140 tonnes à l'hectare, tandis qu'un agriculteur de Grande Terre, même quand il va mettre un système d'irrigation, etc. en place, il ne va jamais monter à plus de 100 tonnes hectares. Et donc, en réalité, même s'il a une richesse de 14, par exemple, et que l'agriculteur de Basse Terre, il a une richesse de 9, mais grosso modo, ils doivent arriver au même niveau, on va dire, financier. Ça, c'est en théorie. Sauf que, en réalité, et c'est ça qu'on expliquait tout à l'heure là, au niveau du centre de pesage, donc là où on va peser en tout cas la canne et ensuite elle va se faire analyser, donc on aura des carottes qui seront prélevées dans la machine, et bien au bout d'un moment, on ne prélève pas forcément tous les chariots. Au bout d'un moment, on fait que décider que l'on met une richesse pour un bassin. Or que, on sait très bien qu'en Guadeloupe, chaque commune, chaque section a un microclimat différent, et donc du coup, la canne, obligatoirement, aura un taux de sucre différent d'une parcelle à une autre. Donc ça, aujourd'hui, il faudrait déjà être plus rigoureux sur, en tout cas, les prélèvements, les extractions, et revoir, en tout cas, la méthode de calcul. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas, plus rentrer dans le détail, en tout cas, sur ce qui est en train de se passer sur le fait, en tout cas, que l'on revoit la convention, parce que c'est vrai que c'est des débats qui sont assez houleux, qui sont assez, on va dire chaud, parce que c'est vrai que c'est le cœur, on va dire, économique de notre Guadeloupe. La filière canne embauche plus de 2000 personnes, pas forcément, on va dire, les producteurs, mais on a aussi toute une usine qui travaille derrière, enfin, des usiniers, des ouvriers, des ETA, enfin, donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, on ne peut pas trop s'avancer, on va dire, sur ce qui est en train de se passer, sur les chiffres. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, le syndicat, et tous les syndicats, en tout cas agricoles de la Guadeloupe, on lutte pour le producteur. On lutte vraiment pour que le producteur puisse aujourd'hui gagner sa vie et que ça ne soit pas, on va dire, l'usinier ou le TA, enfin l'entreprise de travaux agricoles, qui, on va dire, gagne de l'argent par rapport au fait que l'agriculteur il fasse son activité. Et aujourd'hui, quand l'agriculteur sera rémunéré par rapport au travail fourni, on n'aura plus de questions à se poser ni sur les marchés, ni sur, on va dire, combien payer le prestataire parce qu'il est venu récolter notre canne, ou à combien Gardel va revendre, on va dire, le kilo de sucre. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nous, eh bien, on est rémunéré par rapport au travail effectué. Alors, j'ai une question par rapport aux ETA. Pourquoi il y a une différence entre notre territoire, la Guadeloupe, et la Réunion? La Réunion, vous me disiez tout à l'heure, ils livrent eux-mêmes, alors qu'ici, il faut passer par un prestataire. Est-ce que c'est obligatoire et pourquoi ça a été installé comme ça? C'est plus ou moins obligatoire dans la mesure où aujourd'hui, un agriculteur, même s'il a son chariot, il veut ramener sa canne directement à l'usine, il ne sera pas forcément accueilli. Ou on va l'accueillir, mais il va rester un certain temps bloqué au niveau de l'entrée de Gardel. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a un contrat qui a été établi entre Gardel et les ETA, de manière à ce que ce soit prioritairement et majoritairement les ETA qui aient la priorité pour acheminer la canne de chez le planteur à l'usine. Ça, c'est quelque chose qui a été défini. Malheureusement, ce n'est pas une bonne chose pour les agriculteurs aujourd'hui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, un planteur en Guadeloupe qui a 18 hectares et un planteur à Marie-Galante qui a 4 hectares, donc vous voyez qu'il y a 14 hectares de différence. Celui qui a 18 hectares ne peut pas se payer un salaire, tandis que celui qui a Marie-Galante, il peut avoir 2 ouvriers et leur payer leur salaire. Donc, il y a vraiment une grande différence et c'est là où nous voulons vraiment comprendre et réactiver le fait qu'aujourd'hui,
les planteurs il faudrait qu'ils remettent en place le quota planteur, de manière à ce que les planteurs puissent acheminer eux-mêmes leur canne à Gardel et permettre d'avoir une rémunération meilleure. Supplémentaire. Est-ce que j'ai une question aussi sur la canne, comme je demandais tout à l'heure, par rapport à l'usine à côté. Je sais qu'à La Réunion, eux, les déchets, ce qu'on appelle les déchets, ils font de l'électricité avec, mais ils sont payés. Les planteurs sont payés en Guadeloupe, encore une fois. Alors après, il y a ça se trouve, des autres syndicats vont me dire, parce que nos députés étaient en train de dormir, alors que les députés de La Réunion, eux, ils étaient très éveillés. Mais nos agriculteurs ne sont pas payés. Est-ce que vous savez pourquoi? Ou qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que ça fait partie des choses que vous allez essayer de négocier ou pas? Mais alors, principalement, il y a quelque chose en fait qu'il faut qu'on sache, c'est que à La Réunion, les producteurs sont actionnaires aussi de l'usine. D'accord. Donc ça change déjà la donne parce qu'ils ont une vision leurs affaires. directe de ce qui se passe, des entrées, des sorties, de comment on va dire et organiser en tout cas la revente de leurs produits, en tout cas qu'ils acheminent, tandis qu'en Guadeloupe, on n'est pas actionnaire, on n'a aucune visibilité sur quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est ça qui permet, enfin, qui donne la possibilité à Gardel de contractualiser avec d'autres entreprises, donc par exemple comme Albuma, pour lui permettre de récupérer ce qu'on considère comme déchets et que Albuma, en tout cas, le revalorise pour, en tout cas, le remettre en énergie. Donc, qui c'est qui est gagnant? C'est pas les producteurs, c'est Gardel. Même si la rémunération, elle touche, par exemple, je dis une bêtise, même si c'est 10 centimes la tonne de canne, mais c'est toujours 10 centimes de plus pour l'agriculteur. Et donc, je pense que c'est là où aussi, en tout cas, il y a possibilité. Moi, je ne connais pas, en tout cas, à ce niveau-là, les possibilités, mais de réintégrer, en tout cas, le planteur ou les planteurs dans, en tout cas, la structure qui est l'usine. Oui, parce que c'est leur production. Hein. Qui est l'usine, je pense que déjà, les discussions seront différentes. Les discussions seront différentes et le producteur, même le planteur, pourrait, en tout cas, avoir une vision sur ce qui est en tout cas vendu et proposer des choses, des alternatives et décider de ce qu'il veut garder ou de ce qu'il veut laisser. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette histoire d'énergie? D'accord. Quelles sont les autres choses que vous vouliez négocier, que vous souhaitez négocier? En fait, qu'on puisse prendre en compte la richesse de la canne. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la canne est vendue à la richesse. Mais la richesse de la canne, c'est quoi? C'est les produits et le coproduit. Aujourd'hui, il y a la mélasse qu'on utilise pour faire du rhum industriel, pour faire tout ce qui est parfum, ce genre de trucs. Donc aujourd'hui, en fait, le planteur n'est pas valorisé sur ces choses. Et c'est vraiment un manque à gagner parce que au moment du Covid, pour sortir le gel, le liquide hydroalcoolique à base de la mélasse, ça a permis de créer une activité supplémentaire et justement de créer des revenus. Malheureusement, le planteur, lui, il n'a jamais été bénéficiaire de ces revenus-là, tout en sachant que le gel hydroalcoolique, à l'époque du Covid, était vraiment nécessaire. Donc, aujourd'hui, n'ayant jamais été valorisé à sa juste valeur, le planteur, lui, il se rend compte qu'il produit quelque chose, mais on ne le valorise pas comme il le devrait. Et ça, c'est ce pourquoi aujourd'hui nous essayons de faire le maximum pour que la nouvelle convention puisse inclure les coproduits pour la rémunération des agriculteurs. Justement, cette histoire de gel, est-ce que c'est pas quelque chose à développer sur notre territoire pour le futur? Pas forcément pour nous ici en Guadeloupe, mais qu'on pourrait exporter. Tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire qu'il n'y a pas de vision par rapport aux personnes au-dessus là, qui s'occupent un petit peu de tout ça. Est-ce que vous avez une autre vision, par exemple,
demander aux agriculteurs de mettre la canne pour fabriquer du liquide qu'on pourrait vendre, je sais pas, moi, en Californie ou n'importe où, on pourrait exporter ailleurs, surtout qu'ils aiment bien tout ce qui est bio au niveau américain et tout. Passer par autrement pour le sucre, par exemple, voir avec les gens en France qui produisaient la betterave, quelles sont les structures, est-ce qu'on peut les utiliser, pourquoi pas exporter la canne directement, après peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce que ce sont des possibilités que vous explorez ou pas, si vous voyez qu'il y a vraiment un blocage ou qu'il n'y a pas d'effort qui est fait, de manière à ce que les gens puissent vivre de leur travail? Mais, alors en fait, aujourd'hui, jeunes agriculteurs, notre travail principal, hein, c'est de réfléchir, en tout cas, à structurer en tout cas les filières agricoles de la Guadeloupe pour permettre aux jeunes qui ont envie en tout cas de s'installer en agriculture, d'avoir la possibilité de le faire et de vivre de leur activité. Donc aujourd'hui, cette convention que l'on est en train, on va dire, de négocier, elle prend en compte tous ces aspects, en tout cas de vie, en tout cas de l'agriculteur et du jeune agriculteur qui veut s'insérer dans cette filière. Parce qu'aujourd'hui, on connaît toutes les possibilités, tous les coproduits qui existent à travers la canne. On a de l'éthanol, on a du sucre. En termes de sucre, oui, on a déjà du sucre normal, mais du sucre, comment on appelle ça, spéciaux, où on peut faire différents types de sucre pour les diabétiques. Enfin voilà. Exactement. On a du sucre liquide, on a du vinaigre, on a du jus, on peut faire du gaz. Enfin, aujourd'hui, on parle de gel hydroalcoolique. Donc aujourd'hui, on connaît toutes les possibilités, toutes les filières, tous les coproduits et toutes les finalités qu'on peut avoir avec la canne. La seule chose, c'est que nous, en tant que producteurs, l'usine, l'entité qui permet cette transformation-là, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ce qu'elle fait, ni pourquoi elle a, par exemple, elle achète le sucre et elle le revend à ce prix-là. On ne sait pas pourquoi. Ça a été fait, quelle négociation qui a été faite pour que lui puisse avoir cet acheteur-là, ou en tout cas ce prix de revente. Donc, quand on aura accès à plus d'informations pour pouvoir... Plus de transparence, pour pouvoir en tout cas comprendre pourquoi nous, agriculteurs, aujourd'hui, on n'arrive pas à être rémunérés, or que l'on sait aujourd'hui qu'est-ce que rapporte en tout cas notre produit quand il est transformé, et après, en termes de produits finis. Après, aujourd'hui, ce que l'on constate en Guadeloupe, en tout cas les 2 dernières années, c'est qu'il y a, on va dire, pas mal de personnes qui ont compris la valeur de la canne et ce que l'on peut faire et quelle, on va dire, filière que l'on peut développer à travers ça. Surtout avec cette histoire d'énergie renouvelable pour les voitures, par exemple. Il y a ça aussi, mais c'est vrai que moi, je ne partirais même pas dessus parce qu'on va dire qu'il faut du gros volume pour pouvoir, en tout cas, transformer, faire de l'éthanol. Aujourd'hui, on est sur une île, donc on a des choses, on va dire, beaucoup plus efficaces à faire, comme par exemple du sucre spécial, du rhum. Aujourd'hui, on voit justement est-ce que ça fonctionne mieux au niveau des distilleries? On voit des distilleries qui s'ouvrent. Aujourd'hui, on en a plusieurs qui se sont ouverts, en tout cas les 5 dernières années. Donc, aujourd'hui, on est conscient qu'il y a, en tout cas, une possibilité, en tout cas financière, parce qu'ouvrir une distillerie, c'est pas n'importe qui peut le faire. Et donc, si on se permet de le faire, c'est que derrière, il y a une débouchée. Et donc, s'il y a une débouchée... Ils ont besoin de canne. Exactement, donc on a besoin de la canne. Donc s'il y a une débouchée, qu'il y a une création de filière, aujourd'hui ça dynamise, on va dire, la filière canne. Mais il faut que l'agriculteur, le jeune, il puisse s'orienter ou pouvoir en tout cas décider de s'il veut vendre un distillateur ou de s'il veut vendre pour faire du sucre. Il ne peut pas faire les deux, donc il faut que la convention soit bien pour tout le monde. Non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, nous on aimerait que l'agriculteur il puisse vivre. Nous, c'est vraiment ça notre mot d'ordre, c'est de permettre à l'agriculteur de vivre de son métier, de vivre de son agriculture, qu'il vende à la distillerie, qu'il vende à la sucrerie. Il faut qu'il puisse avoir en tout cas la rémunération minimum de ce que lui coûte l'entretien de sa parcelle. Parce que aujourd'hui, par rapport, comme M. Moradel l'a dit, tous les coproduits, donc toute la richesse qu'il y a derrière la transformation de la canne, qui est faite par une seule usine, l'agriculteur ne touche aucun dividende là-dessus. Et là, même pas la visibilité de à quel prix c'est vendu, comment c'est vendu, quel tonnage qu'il a fait. Enfin, voilà, même en termes agronomiques même,
ça peut être intéressant pour un agriculteur de savoir que quand on est venu récolter sur sa parcelle de canne, on a sorti tant de tonnes de canne et qu'elle est rentrée à l'usine et qu'elle a permis de faire tant de tonnes de sucre. Donc ça veut dire que le calcul qui est fait quand il pèse les camions, l'agriculteur n'est même pas au courant de ce Oui, résultat. il connaît la quantité de canne qu'il a envoyée à l'usine, mais derrière, est-ce qu'il a le retour de savoir combien enfin, au niveau de sa parcelle, parce que là, on parle vraiment de l'agriculteur, de sa parcelle, du travail qu'il a réalisé au niveau de sa parcelle. Donc, quand il amène sa canne à l'usine, il a la traçabilité de sa canne qui arrive jusqu'à l'usine, mais après, sa canne est mélangée avec toutes les autres cannes. Et donc, si on a, on va dire, des filières bien définies, sucre, éthanol, gel hydroalcoolique, et ben au moins, on peut dire que, par exemple, une canne qui sort du bassin, je dis une bêtise, mais Nord-Basse-Terre, elle est plus propice à être valorisée sur telle filière, parce que ça lui permettrait aussi d'avoir le choix et de choisir s'il veut continuer ou pas dans cette filière. Et même de faire des choix de variété par rapport à la zone dans laquelle il est. Enfin, et donc on peut pousser la réflexion beaucoup plus loin, parce que aujourd'hui, le secteur, en tout cas cannier, n'est pas du tout attractif pour les jeunes. Or que on a des possibilités infinies. Et donc, on a quand même ce paradoxe où nous, en tout cas, en tant que syndicat, on ressent le producteur au centre, en tout cas, de toutes les interrogations, de toutes les questions, pour justement alerter les politiques, les personnes qui travaillent, on va dire, autour pour permettre à l'agriculteur de s'en sortir. Ouais, surtout qu'ils font de l'argent dans le sucre. On ne peut pas dire qu'ils ne font pas d'argent dans le sucre. Vous avez quelque chose à rajouter sur cette convention ? Moi, j'espère que c'est la première convention que je vais signer. J'espère vraiment que celle-là, elle sera porteur d'un changement énorme pour les planteurs. De manière, enfin, comme M. Paté le disait, nous, notre intérêt, c'est vraiment... on se bat pour les intérêts des planteurs. Aujourd'hui, il n'est pas concevable que, vu tout ce qui se fait avec la production de la canne, que le planteur ne soit pas valorisé. Donc nous, on se bat vraiment pour les intérêts du planteur, de manière à ce qu'aujourd'hui, que la canne soit vraiment valorisée à sa richesse. La production, la récolte est censée commencer quand ? Normalement, elle devait déjà démarrer. Elle devait déjà démarrer. Et là, du coup, comment ça se passe ? Parce que vous n'avez pas encore signé de convention. Parce que les cannes aussi, on ne peut pas les laisser trop longtemps. Donc, comment ça va se passer là ? Vu que nous sommes toujours en négociation, donc là, cette année, c'est vraiment le flou. On ne sait pas quand est-ce que la récolte va démarrer, parce que la convention n'a toujours pas été signée. Nous, on attend le retour des usiniers, de manière à savoir quelles sont les propositions qu'ils peuvent nous faire. Et en fonction de ça, on verra comment se dessine la chose. Ça se passe plutôt bien quand même ? Parce que là, s'il faut récolter, parce que sinon, il y a quoi comme solution ? C'est la distillerie, sinon. Mais est-ce que les distilleries sont prêtes là, à recevoir toutes les cannes ? Les distilleries sont, à partir du moment où elles ont des planteurs, elles reçoivent la canne. C'est ça le gros inconvénient. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une convention qui soit signée pour le démarrage de la récolte. Sauf que les distilleries, elles fonctionnent sans se soucier de la convention. Or, c'est la convention qui régit, qui justement, définit le prix de la tonne de canne. Donc, ce n'est pas normal. Sauf que ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, s'il est possible, il va falloir aussi que nous réfléchissions à ça, de manière à ce qu'à l'avenir, que ce soit vraiment après la convention, que toutes les récoltes démarrent. Quitte à faire un avenant supplémentaire, par exemple, quitte à la signer pour cette année. Voilà, en fait, il y aura une clause de revoyure, de manière à ce qu'on puisse faire évoluer les choses. Et est-ce que vous savez comment ça se passe, par exemple, en Martinique, à côté ? Puisqu'on a beaucoup parlé de la Réunion, où ça se passe plutôt bien, ils sont assez bien avantagés, les planteurs de canne. Est-ce qu'en Martinique, ça se passe bien ou pas ? Est-ce que vous avez des informations ? Comment ça se passe là-bas ? À la Martinique, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'à la Martinique, premièrement, la CTM, le comité technique de la commune, la région, eux, en fait, ils financent une partie du prix de la coupe.
du prix Donc, les planteurs sont du- subventionnés là-bas. Voilà, ils sont subventionnés D'accord. par la région. Sauf que c'est un schéma assez particulier parce que à la Martinique, en fait, ce sont que des béquets qui ont de la canne là-bas. Mhm. Et les béquets qui vendent pour des béquets, ben, ils vont forcément Oui, faire eux, changer. ils sont bien, Voilà, ils sont donc bien ils payés, sont bien ensemble, machin. ils Ils s'entendent. s'entendent bien entre eux. D'accord. Là, c'est quand votre prochain jour de négociation là? Vous allez faire ça quand, demain? Non, à ce jour, en fait, les nouvelles négociations, enfin, les négociations n'ont pas encore, il n'y a pas encore de date de définie pour les nouvelles Et négociations. vous avez déjà commencé quand même? Oui, on a déjà commencé. Sauf que au courant de la semaine-là, comme c'était les jours gras et tout, enfin, donc il n'y a D'accord. pas eu de négociation cette semaine. Mais ça va recommencer la semaine prochaine. Est-ce que les planteurs sont craintifs ou pas? Parce que eux, il faut quand même qu'ils commencent, va falloir qu'ils commencent à couper la canne quand même, non? Comment ça se passe pour eux Est-ce que vous avez des remontées de leur côté? Oui, les planteurs sont en attente de la convention parce que eux, c'est leur gagne-pain. Donc, ils ont besoin que la canne soit coupée pour pouvoir faire les investissements dont ils avaient besoin ou juste avoir une rentrée d'argent. Donc, aujourd'hui, il est nécessaire de faire démarrer la récolte, certes, mais démarrer dans de bonnes conditions. Démarrer en ayant conscience qu'aujourd'hui, il faut vraiment revaloriser le prix de la tonne de canne. Ça, c'est Oui, c'est non primordial. négociable. Voilà. comme on dit. C'est ça. C'est vrai que les gens, en plus, avec l'inflation et tout, c'est pas. Surtout que, comme vous parlez de l'inflation, aujourd'hui, un planteur qui payait La défense, surtout, 800 euros une tonne d'engrais, aujourd'hui, il la paie 1800 euros. Donc, c'est le double. Mhm. Donc, aujourd'hui, l'inflation nous montre que si le prix de la tonne de canne n'évolue pas, ben, c'est pratiquement 50% des planteurs qui vont arrêter de planter la canne. Ça, c'est... Ouais, Donc parce ça que va être des faillites en cascade? des faillites. Ou bien Ou c'est des parce qu'ils voudront faire autre ou chose, des quoi. rachats par de plus grosses structures. Donc on a déjà des producteurs qui sont déjà en place, qui ont déjà plus de 55 hectares de canne plantées. Et donc quand on a un petit planteur qui arrête de cultiver 1 hectare, 2 hectares, c'est un gros planteur qui reprend. Et donc du coup, l'intérêt du gros planteur, ce n'est pas forcément de chercher à avoir une rentabilité sur 1 hectare, parce qu'il l'a déjà, on va dire, par rapport à son schéma, parce que quand il dépasse, on va dire, les 50 hectares, il a déjà sa propre machine à couper la canne, il a déjà ses tracteurs pour transporter et le ramener à l'usine. Donc c'est vrai que le calcul même de sa rentabilité n'est pas forcément sur la conduite de sa culture de canne et l'optimiser au maximum pour avoir le maximum de rendement ou le maximum de richesse. Il va vraiment calculer sur son écosystème à lui, qui est la culture, les prestations agricoles. Et donc, du coup, il verra en tout cas sa rentabilité par rapport à ça. Tandis qu'un agriculteur qui n'a pas les moyens de couper sa canne lui-même et de l'amener, lui, il va regarder en tout cas et fournir tous les efforts sur 1 hectare de canne, sauf que tous les intrants ou toutes les charges, on va dire, auxquelles il a à faire face, elles ont doublé ces 2 dernières années. Et donc, il sera obligé de faire faillite, donc de revendre ou de passer dans une diversification végétale, mais qui va pas forcément pouvoir tenir dans le temps parce qu'on n'a pas de filière structurée en termes de commercialisation, donc de circuit d'écoulement des produits, en tout cas tropicaux que l'on a en culture aujourd'hui en Guadeloupe. On le remarque bien, on a toujours, en tout cas tous les mois, un surplus de tomates, un surplus de pastèques, un surplus de... Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça fait, et c'est pas ni depuis le Covid que ça a commencé depuis bien 5 ans. Donc nous aujourd'hui, c'est toutes ces problématiques-là, en tout cas, à laquelle on essaie en tout cas d'apporter une réponse, une solution. Et donc du coup, nous, le syndicat des jeunes agriculteurs, on travaille vraiment en tout cas en commission. Donc on essaie de faire une commission par mois, vraiment par rapport à des thématiques bien précises, pour pouvoir justement aider en tout cas à structurer les différentes filières agricoles du territoire. D'accord. Alors, si on veut vous retrouver, donc c'est l'immeuble Métis. C'est ça. À Bémao, numéro de téléphone 06 90 35 45 36. Et pour le fixe, 25 20
76. Alors, vous nous avez envoyé aussi l'organigramme. C'est vrai que vous êtes pas mal à travailler sur tous ces sujets. En ce moment, c'est vraiment la CAN, hein, puisque c'est l'actualité. Ça, c'est pour votre animatrice. Donc, c'est la dame dont vous parliez tout à l'heure. Elle fait quoi? Elle explique aux gens comment il faut faire pour reprendre une exploitation et pour s'installer? En gros, c'est elle l'animatrice donc, du point accueil-installation, donc le PAI. Donc, le PAI, c'est vraiment l'endroit où, quand un jeune donc quand on dit jeune, c'est une personne âgée de moins de 40 ans par rapport au fait qu'il puisse toucher la dotation jeune agriculteur, mais toute autre personne peut venir s'il a un projet agricole. En tout cas, l'animatrice est là pour l'orienter. Et donc, du coup, c'est accueillir, comprendre, on va dire, le projet, structurer le projet, orienter la personne vers les structures nécessaires et ensuite accompagner en tout cas le jeune pendant son année d'installation et puis après avoir des retours d'expérience pour savoir où est-ce qu'il est installé. Enfin voilà. Donc là, vous avez en tout cas l'organigramme de notre structure. Donc on est 13 membres au niveau. Donc là, c'est que le conseiller d'administration. Donc au niveau du conseiller d'administration, on a donc notre président, vice-président. Chacun a un peu, on va dire, sa spécialité qui permet, on va dire, d'avoir des référents au niveau des commissions. Comme je vous expliquais, qui travaillent, on va dire, sur les thématiques des productions agricoles de la Guadeloupe. Donc, en gros, je ne sais pas si M. Moradel veut rajouter quelque chose. Voilà, en fait, rapidement, parce qu'après, on va rendre l'antenne. Et en fait, chacun, dans son domaine, peut justement parler de la filière dans laquelle il se développe et surtout faire des remontées. Surtout, nous, au niveau de la filière Cannes, on a mon collaborateur Yannick Kinder et moi, en fait, quand nous avons fait notre première commission filière Cannes, il y a de ça un mois, et ça nous a permis vraiment justement d'entendre certains planteurs et de comprendre en fait la problématique aujourd'hui qu'ils vivaient. Alors, moi, ma question, elle est politiquement. Est-ce que vous en avez déjà parlé avec les élus, que ce soit les sénateurs, les députés ou quoi? On a une pléthore d'élus guadeloupéens. En ce moment, on a vu pour les élections présidentielles, tout le monde parle de réindustrialisation, de relancer l'agriculture de la France. Est-ce que politiquement, les élus s'intéressent à ce sujet? Alors nous, en tant que syndicat des jeunes agriculteurs, on siège, on va dire, à l'ensemble des commissions politiques, enfin techniques, peu importe. Et nous, notre objectif, c'est de vraiment porter la voix du syndicat. Donc on parle pas, on dit ce que l'on a à dire, de la manière dont, en tout cas, nos adhérents nous le font, en tout cas, voir. Et nous, on va porter la voix des adhérents au niveau, en tout cas, des différentes réunions qu'il y a au sein du territoire guadeloupéen. Et donc, par exemple, on part au salon de l'agriculture et à travers ce salon, ça nous permettra justement de faire la publicité sur nos produits locaux, sur ce que le syndicat, en tout cas, apporte au territoire et comment, en tout cas, elle voit l'orientation et, en tout cas, les stratégies qu'elle peut mettre en place pour organiser, structurer les filières, en tout cas agricoles, sur les territoires guadeloupéens. Ça peut être un sujet que vous allez aborder justement au Salon de l'agriculture. On a vu que tous les politiques vont défiler. Marine Le Pen, Mélenchon, le président, tout le monde. Est-ce que vous allez en profiter pour dire il faut changer justement au salon pour discuter justement de la filière Cannes et de certaines choses qui devraient mettre en place. Les retraites des agriculteurs. C'est tout. Mais en fait, juste pour vraiment... parce qu'en fait, JA, ce n'est pas seulement que Guadeloupe, mais c'est national. Et oui. JA national, en fait, au sein de JA national, on va porter nos doléances de manière à ce que nous puissions essayer de faire le maximum pour qu'il y ait des améliorations au niveau de la filière Cannes. Bon courage à vous. Nous sommes fin janvier. On va vous réinviter fin mars. Comme ça, vous serez revenu du salon et vous allez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, si ça aboutit ou pas et comment vous allez faire évoluer les choses. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, on va parler voiture. Il y a beaucoup de métiers. Ça fait un moment en plus qu'on devait faire cette émission par rapport au carnaval. On l'a décalé. Donc, on sera normalement la semaine prochaine avec les métiers de l'automobile.
automobile, surtout tout ce qui est électrique. Donc, comment ça fonctionne en Guadeloupe. Il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de personnes qui recherchent du travail dans ce secteur automobile. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est voiture et moto aussi, rendez-vous la semaine prochaine pour aborder ce sujet. Merci à vous, messieurs, d'être venus ce soir. Merci à vous de nous avoir accueillis. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir.